Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales en direct de Washington. Salut Alain. Salut Christophe. Kiev l'attendait depuis des mois, l'aide américaine de 61 milliards de dollars a enfin été votée par le Congrès américain. Bloquée par les élus républicains trumpistes depuis près d'un an et demi, cette loi, qui débloque aussi 13 milliards pour Israël, 8 milliards pour Taïwan et 9 milliards de soutien humanitaire à Gaza, ainsi qu'un plan de contrôle de l'application chinoise TikTok, cette loi a finalement pu bénéficier des voix républicaines grâce au revirement du speaker de la Chambre, le républicain Mike Johnson, qui, dit-il, préfère envoyer des munitions à l'Ukraine qu'envoyer ses garçons se battre. Un bol d'air pour Kiev, ces fonds vont servir à former l'armée ukrainienne, à remplacer les stocks de l'armée américaine envoyés sur place et acheter directement des armes par l'Ukraine. Est-ce une défaite pour Trump ou un changement de paradigme? Nous allons le voir. Et nous évoquerons aussi l'ouverture de son procès à New York dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette actrice X, dont le silence a été acheté par le camp Trump lors de la campagne présidentielle de 2016. Mais pour commencer, on va parler de l'Ukraine, de ces 61 milliards qui arrivent enfin. Est-ce que c'est une aide suffisante pour Kiev? Est-ce qu'elle peut changer la donne sur le terrain, Alain? Le Kremlin avait l'air de dire que non. Suffisante, je ne sais pas. Ça, seuls les semaines ou les mois qui viennent pourront le dire, ou alors véritablement les spécialistes militaires, mais personne ne se prononce sur ce sujet. Il y avait urgence. Oui, cela peut freiner la progression actuelle des forces russes le long de ce front de 1000 kilomètres, particulièrement au sud et tout à fait au nord ou à l'est. Donc oui, ça peut freiner un peu la progression des forces russes pour le moment, qui est lente mais systématique et assez régulière, préfigurant sans doute une offensive de printemps ou du début de l'été des forces russes. Donc il était important que les Ukrainiens puissent recharger leur stock de munitions, si je puis parler dans ces termes, au but 155, missiles antiaériens notamment, plus disposent des sommes nécessaires à l'entraînement des troupes ukrainiennes. Donc, je ne sais pas si ça change fondamentalement la situation sur le terrain, mais du point de vue des Ukrainiens, ils le disent ouvertement, ça l'améliore assurément. D'ailleurs, juste une précision, ajouter qu'il y a les fameux missiles attaque MS qui vont être livrés, qui commencent d'ailleurs à être livrés, qui étaient très attendus parce qu'ils ont une portée, ceux-là. Les premiers qui avaient été livrés étaient bridés. Ceux-là auront une portée de 350 km, donc c'est une arme défensive, offensive, si j'ose dire. Et ça, justement, c'est un signal, parce qu'au-delà de l'aide concrète apportée par les Américains à l'Ukraine, c'est aussi un signal envoyé à Moscou, Oui, non? absolument, parce qu'on parle de 1000 missiles de cette nature qui seront livrés à l'Ukraine. Et puis, il y a les fameux avions aussi. Les avions F-16 vont finir par arriver. Et donc, ça peut changer la couverture aérienne dont bénéficie l'Ukraine, qui est devenue insuffisante, notamment, on le voit sur les missiles qui tombent sur telle ou telle ville, et puis qui donnera les moyens de riposter davantage et davantage cibler les dépôts de munitions, les bases arrières de l'armée russe. Je l'ai dit, Alain, cette aide, ça fait 1 an et demi que Kiev l'attend. Elle a été enfin débloquée grâce au changement d'avis d'un homme, le speaker républicain Mike Johnson. Juste avant de changer d'avis, il a rencontré Trump à Mar-a-Lago. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi il y a eu ce revirement d'un coup? Est-ce que c'est Trump lui-même qui a changé d'avis? Est-ce que c'est Mike Johnson qui a pris l'initiative tout seul? Il y a plusieurs éléments ici à prendre en considération. Nous expliquons de sources officieuses ou même officielles, tout cela étant abondamment commenté par la presse. En fait, très exactement, le retard est de 6 mois par rapport au vote qui aurait dû intervenir après que le texte a été adopté. Il y a donc à peu près 6 mois, au moins dans le principe, par le Sénat. Et on attendait la décision de la Chambre et elle était bloquée par une poignée d'élus républicains trumpistes. Écoutez, d'abord, c'est un paquet d'aides liées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'aide votée pour l'Ukraine, il n'y en a pas pour Israël et il n'y en a pas pour Taïwan non plus. Or, Israël et Taïwan, ce sont deux causes républicaines. Enfin, ce sont aussi des causes démocrates, mais les républicains entendent porter haut et fort, et notamment plus que les démocrates, leur solidarité avec Israël dans la guerre de Gaza et aussi leur solidarité avec Taïwan. Et donc, si vous voulez Taïwan et l'aide à Israël, il fallait voter d'une manière ou d'une autre, même en ajoutant des conditions, l'aide à l'Ukraine. Ça, c'est le premier raisonnement. Le deuxième raisonnement, qui doit être celui de Mike Johnson, le speaker, c'était au fond, il vaut mieux que je prenne des risques
par rapport à mon aile radicale, plutôt que d'empêcher tout cela, plutôt que d'empêcher ce vote, parce que ça va finir par nuire à ma popularité, à la fois au sein du groupe républicain, où il y avait tout de même un certain nombre d'élus qui voulaient voter l'aide à l'Ukraine et qui soutiennent l'Ukraine, et puis dans l'ensemble de l'opinion. On est en campagne électorale, on est en campagne présidentielle, et il semble que Trump lui-même, qui, comme vous l'avez dit, a reçu le speaker dans sa maison de Mar-a-Lago, il semble que Trump lui-même se soit dit, au fond, ma prise de position radicale, celle qu'il a affichée il y a 2 mois, pas un cent pour l'Ukraine, il semble que cela ne va rien apporter à ma popularité, ne m'apportera pas particulièrement de suffrage ou d'appui dans l'opinion. Et donc, à la Trump, il a changé. Pourquoi pas dire maintenant, on vote l'aide à l'Ukraine. En tout cas, c'était intéressant de voir que le leader républicain, qui est très chrétien, évangélique, d'abord a mis en avant beaucoup un devoir moral, d'une part, et d'autre part a été quand même très influencé par les rapports qu'il reçoit des services de renseignement américains qui tous alertaient sur la difficulté pour l'Ukraine de tenir. Donc d'endosser cette responsabilité, c'était quand même quelque chose qu'il a finalement refusé, à juste titre évidemment. Et l'autre aspect des choses, c'est que il y a un argument qui frappe toujours quand même, qui est de dire si l'Ukraine s'écroule et qu'on est obligé d'envoyer des soldats sur place, il vaut mieux éviter cela, donc il vaut mieux éviter d'envoyer des boys, des soldats, et donc mieux armer l'Ukraine. Je crois que ce sont les deux arguments qui ont pesé dans la décision de Mike Johnson. Oui, puis même pour Donald Trump, ça aurait été difficile d'assumer en termes de campagne, Bien en termes sûr. d'arguments de campagne, d'avoir laissé Kiev tomber aux mains des Russes. Oui, absolument. Même si Trump, ses déterminants sont très difficiles à suivre parfois. Il y a quand même un fil rouge, enfin une constante chez lui qui est quand même que, objectivement, il rejoint toujours d'assez près les intérêts russes. Il fait quand même un écart par rapport à cela. Juste un mot avant de passer à Trump et à ses procès, Alain, sur l'aide de 8 milliards accordée par les États-Unis à Taïwan contre la Chine. Comment est-ce que ça peut être vu par Pékin? Est-ce que ça peut être vu comme un engagement américain plus ferme aux côtés de Taïwan? Alors Taïwan, ça compte. Taïwan, ça a toujours été une cause républicaine. À chaque fois qu'il y a un engagement militaire américain, des livraisons d'armes américaines à Taïwan, Pékin proteste. Ça n'empêche pas tout de même la série de visites officielles qu'il y a en ce moment. Je crois même que le secrétaire d'État Anthony Blinken est à Pékin aujourd'hui. La semaine dernière, c'était le retour de Pékin de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Et donc, les visites se succèdent entre la Chine officielle et l'Amérique officielle. Donc, les Chinois ont effectivement protesté en disant c'est un obstacle à la paix, c'est une provocation, vous n'avez pas à vous occuper des affaires intérieures chinoises. Or, Taïwan, c'est une affaire chinoise intérieure. Donc oui, ça ne va pas rendre le climat plus facile, mais n'oubliez pas que en ce moment, en dépit d'une situation qui reste très conflictuelle sur le plan stratégique et même sur le plan des échanges commerciaux avec une bataille tarifaire, n'oubliez pas qu'on est dans une phase où le dialogue entre le gouvernement chinois et le gouvernement américain est particulièrement intense et n'a pas été interrompu par l'annonce de ces livraisons d'armes à Taïwan. Juste un petit mot encore, si vous voulez, sur ce paquet d'aides, Taïwan, Israël et l'Ukraine. Ce qu'il faut bien comprendre et qu'on comprend tout de suite aux États-Unis, c'est que l'engagement émotif, si vous voulez, l'engagement affectif dans les deux conflits qu'il y a en ce moment, un au Proche-Orient, l'autre en Europe, cet engagement n'est pas du tout le même que le nôtre en Europe. La guerre d'Ukraine ne résonne pas dans la population américaine comme elle résonne dans la population européenne ou française, par exemple. Elle est vécue comme une guerre assez lointaine et il n'y a pas d'investissement affectif particulier dans cette guerre. En revanche, ce qui se passe entre les Palestiniens et les Israéliens secoue profondément l'opinion américaine. Beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'engagement affectif d'un côté ou de l'autre, pour les Palestiniens ou pour les Israéliens, et beaucoup plus de débats à la télévision, par exemple. Je ne dis pas la presse écrite, puisque la presse écrite couvre très attentivement le conflit ukrainien, mais à la télévision, il y a beaucoup plus de débats sur ces questions qu'il n'y en a sur la guerre en Ukraine.
Alors justement, à propos de cette perception de la guerre du conflit Israël-Hamas par les États-Unis, on voit, nous, vu d'Europe, une prise de position plutôt pro-palestinienne de la part d'une partie de la société, en particulier sur les campus, avec des images qui parfois choquent beaucoup en Europe. Est-ce que c'est révélateur de ce qui traverse la société américaine dans son ensemble? Est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de parti plutôt pour les Palestiniens dans ce que vous voyez, vous, à la télé, puisque vous êtes sur place, dans les journaux ou même dans les conversations que vous pouvez avoir depuis votre arrivée là-bas? Non, je ne dirais pas cela. Je dirais que pour le moment, cette mobilisation qui gagne de campus en campus, qui n'est pas limitée à ce qu'on a pu avoir à Boston, dans la grande université de Harvard, ou ces jours-ci dans l'université de New York, la grande université de New York, mais qui est aussi comme Harvard une université privée, l'université de Columbia, où les étudiants ont planté des tentes, installé un campement de protestation au cœur de l'université. Eh bien, je dirais que c'est surtout les campus. C'est vraiment les campus, c'est vraiment la jeunesse universitaire et c'est un engagement qui ne mobilise pour le moment que les campus. Sauf qu'il y a eu dans les campus, à Columbia comme à Harvard, dans les manifestations, dans les défilés, puisque les défilés sont quotidiens, dans les défilés, il y a eu des expressions particulièrement radicales, voire comportant une part d'antisémitisme, ou jugées comme telles par de nombreux Américains, et qui ont choqué, qui ont profondément choqué une partie de l'opinion. Ça fait figure au journal télévisé tous les soirs, ce qui n'est pas le cas de la guerre en Ukraine, si vous voulez. Et donc, le Parti républicain s'est mobilisé, il cherche à être plus pro-israélien encore que les Israéliens, il s'est mobilisé sur le thème de l'antisémitisme ou de slogans qui étaient assimilés par l'antisémitisme, et c'est ce qu'a dit la Ligue contre l'antisémitisme aux États-Unis, ce qu'a proclamé la Ligue contre l'antisémitisme, et donc ça a mobilisé les milieux politiques. Hier, Mike Johnson est allé sur le campus de Columbia avec d'autres élus républicains et des élus démocrates, à leur tour, sont venus sur le campus de Columbia. Certains exigent la démission de la patronne de l'université, mais enfin, c'est une université privée. Mais les républicains, il y a une part d'aide publique aussi, mais les républicains disent, si ça continue comme ça, nous demanderons l'arrêt de l'argent public qui, même si ce n'est pas la part principale, fondamentale, mais nous demanderons l'arrêt et nous voterons l'arrêt de l'argent public qui va au campus universitaire. Jean-Marie, les campus ont une longue tradition d'engagement, on l'a vu pour le Vietnam dans les années 60. Est-ce que vous pensez que ces mouvements sont l'expression d'un antisémitisme actif ou est-ce que c'est au contraire l'expression de prise de position pacifique dont découle un antisémitisme? Est-ce qu'on peut vraiment se dire que les étudiants qui se mobilisent pour la Palestine actuellement le sont contre les Juifs, contre le peuple juif ou est-ce qu'ils le sont pour la paix? C'est très difficile de faire la part des choses parce qu'il y a dans les campus américains beaucoup d'étudiants palestiniens. Il y a dans le corps professoral, notamment d'une université comme Columbia, beaucoup de Palestiniens. Et donc ces Palestiniens vivent les choses de façon très différente de la façon dont nous, on peut les regarder. Parce qu'en effet, la journée du 7 octobre est complètement zappée. Et ce qui provoque cette mobilisation, c'est le spectacle de Gaza qui est rasé, littéralement. Comme des villes, comme l'armée russe a pu raser d'autres villes en d'autres lieux. Et c'est en même temps le fait qu'il y ait une telle résistance de la part de Netanyahou face aux pressions, aux demandes insistantes de Joe Biden, notamment sur l'aide humanitaire, qui ne persiste à ne pas déboucher comme les Américains le souhaiteraient. D'un côté, vous avez des extrémistes palestiniens qui disent voilà, de la mer au fleuve, donc qui rayent de fait, qui rayent Israël de la carte. Donc, et de l'autre côté, vous avez des gens qui soupçonnent le gouvernement Netanyahou de vouloir faire en rasant complètement la bande de Gaza, ce qui est sur les images aujourd'hui, de provoquer l'exode des Palestiniens vers l'Égypte ou principalement vers l'Égypte et les Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie, qui est le point de vue des extrémistes israéliens. Donc on est dans ce mélange-là, mais de toute façon, dans la tradition, hélas, des pays arabes, et notamment palestiniens, il y a une tradition d'antisémitisme qui est virulente et qui est toujours vivace. Donc elle prend sa part, je pense, aussi dans cette protestation.
Je vous propose de revenir au cas Donald Trump. J'imagine que, en plus des images des campus aux télé américaines, il y a d'autres images qui doivent être diffusées. Ce sont celles du procès de Trump qui s'est ouvert à New York le lundi 22 avril dans l'affaire Stormy Daniels. Est-ce que ça occupe beaucoup les médias, Alain? Et quelle est la tonalité des commentaires? Est-ce que Trump fait du Trump? Comment ça se passe? C'est le deuxième sujet au journal télévisé, sur la plupart des chaînes, notamment c'est le deuxième sujet avec la mobilisation des campus américains. La mobilisation des campus américains étant une tradition américaine, les Américains ont connu ça pendant la guerre du Vietnam et à d'autres occasions, elle n'est pas particulière. Il y a une forme de radicalisme qui effectivement flirte fortement avec l'antisémitisme, mais la mobilisation n'étonne pas particulièrement les Américains. Elle est simplement le reflet du fait que cette guerre au Moyen-Orient, elle est ressentie beaucoup plus vivement ici que l'autre conflit. Alors le deuxième sujet, oui, alors il est à la fois moins grave et plus grave. Première chose, c'est un procès à huis clos. Donc il n'y a pas de caméra dans la salle. Le juge en a ainsi décidé et donc sont retournés dans la salle les dessinateurs de procès. Ils s'en donnent à cœur joie, notamment sur Trump, qui a l'air assez KO, il faut bien le dire, assez abattu. Il faut comprendre ce qui est en jeu. Ce n'est pas que Trump ait eu une relation avec une call girl. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce n'est pas qu'il y a eu 130 000 argent qui ait été versé. C'est pas ça qui choque les Américains et c'est pas ça qui constitue le cœur du procès. Notamment, ce n'est pas cela qui constitue sa nature criminelle. C'est un procès où Trump est jugé pour interférence dans l'élection présidentielle de 2016 en ayant voulu cacher à 3 reprises, parce qu'il n'y a pas que l'affaire Stormy Daniels qui est jugée, il y en a 2 autres, en ayant voulu cacher à 3 reprises des informations sur sa vie privée qui auraient pu influencer l'électorat. Donc on lui reproche d'avoir voulu truquer l'élection en influençant l'électorat et en utilisant donc de l'argent pour faire taire 3 femmes avec lesquelles il aurait eu des relations, et notamment Stormy Daniels, des relations au moment en plus de la naissance de son dernier fils avec sa femme actuelle, Melania. Donc c'est ça qui est reproché et c'est ça qui constitue le cœur criminel de l'affaire. Le procureur entend prouver qu'il y a eu une réunion de l'équipe Trump en se disant on va avoir des affaires privées, ça va porter atteinte à notre campagne en 2016, et donc il faut qu'on puisse disposer de sommes d'argent. Pour ça, on va manipuler ou maquiller les comptes de la société, mais c'est pas ça qui fait le cœur du procès, et on va faire taire ces 3 personnes. Et c'est ça qui est jugé, c'est d'avoir voulu cacher des éléments de la vie privée de Trump qui auraient pu détourner d'un vote Trump une certaine partie de l'électorat. Beaucoup de juristes, et pas simplement des juristes démocrates, beaucoup de jurys jugent que le cas du procureur est assez faible et qu'il n'est pas du tout sûr de gagner. Le procès doit se terminer dans 5 semaines, il y aura un jugement. Si c'est un jugement de condamnation, eh bien, ce sont des jurés qui rendent le jugement, 12 jurés de la région de New York, puisque les faits se sont passés à New York. Cette espèce de conspiration pour essayer de payer toutes les personnes qui pourraient dire des choses déplaisantes sur Trump, ça s'est passé à New York. On saura donc dans 5 semaines quelle est la décision des jurés. Naturellement, s'il condamne Trump, il a déjà dit qu'il ferait appel, espérant arriver à l'élection présidentielle du 5 novembre sans que l'appel ait encore été jugé. Il n'empêche, s'il est jugé, ça sera la première fois, déjà ce procès en lui-même est une première, c'est la première fois qu'un ancien président est jugé pour des faits qui remontent à sa première campagne et pour des faits de cette nature, c'est sans précédent. Mais s'il est jugé coupable, au fond, qu'il y ait appel ou non, là, il y a une sorte d'unanimité des commentateurs pour dire que ça pourrait avoir un impact assez sérieux, notamment dans l'électorat républicain. Il va probablement trouver à nouveau aide et secours auprès des gens qu'il a nommés à la Cour suprême, puisque tout cela peut s'effondrer, l'accusation peut être écartée si on lui reconnaît une immunité qui lui a été refusée jusqu'à présent par un tribunal fédéral, je pense, mais la Cour suprême va décider s'il est couvert ou non par cette immunité. S'il est couvert par cette immunité, ce qui devrait être la tendance de la Cour suprême compte tenu de la façon dont les juges qu'il a nommés se comportent sur d'autres sujets.
notamment sur le sujet de l'avortement. Donc je pense que tout cela peut s'arrêter sous l'effet de la Cour suprême. Pas exactement, parce que la Cour suprême, dans cette histoire, se prononce sur la question de savoir si Trump, alors là, ça porte sur une autre période, puisque ça porte sur la fin de son premier mandat, un discours qu'il tient alors qu'il a été battu aux élections, mais qu'il est encore président, puisque ça intervient avant le 21 janvier, il est encore président, hein, si vous voulez. La Cour suprême se prononce sur le discours qu'il a tenu le 6 janvier. Elle ne se prononce pas du tout sur l'affaire Daniels. Il ne bénéficie pas d'immunité pour payer des gens en manipulant ses comptes afin d'en faire taire d'autres. Ça, il n'y a pas d'immunité là-dessus. La Cour suprême se prononce sur ce qu'il peut dire et ne pas dire. Est-ce qu'il peut bénéficier de l'immunité présidentielle lorsqu'il appelle ses partisans à marcher sur le Capitole pour empêcher, ça s'est passé le 6 janvier, donc 21, pour empêcher la certification de l'élection de novembre 2020. C'est là-dessus que la Cour suprême se prononce. Elle n'a pas à intervenir dans la procédure criminelle de New York, même si l'appel porte une condamnation de Trump, parce que là, la question de l'immunité ne se pose pas. Ce que Trump a dit, c'est en tant que président, j'ai le droit de dire que l'élection, me semble-t-il, a été truquée. J'ai le droit de dire à mes partisans de marcher pacifiquement. Ça, il n'a pas dit pacifiquement, hein. Lui, c'est ce qu'il dit maintenant. J'ai le droit de dire à mes partisans d'aller manifester devant le Congrès. Ça fait partie de mon immunité présidentielle, cette liberté de parole, si vous voulez. Ça fait partie de l'immunité du président. C'est là-dessus que la Cour suprême va juger. Non, il n'a pas d'immunité présidentielle. Mais c'est important, c'est même fondamental, parce qu'il ne peut pas y avoir de procès sur l'émeute du 6 janvier, et notamment sur la responsabilité de Trump dans le déclenchement de cette émeute, tant qu'il n'y a pas une décision prise sur cette question de l'immunité. Ce qui fait que le procès pour le 6 janvier n'aura probablement pas lieu avant l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Il me semblait quand même qu'il y avait un lien avec cette question de l'immunité, avec le procès actuel, parce que ce lien, en tout cas le juge qui juge l'affaire Stormy Daniels en ce moment, a mis en avant le fait qu'on pouvait reprocher à Trump d'avoir eu une démarche insurrectionnelle. Donc, ce qui n'est pas le cas sur l'affaire Stormy Daniels, mais néanmoins, il a beaucoup argumenté sur ce point. Donc, il me semblait que presque automatiquement, ces avocats pourraient, si l'immunité est proclamée, se servir de cet argument pour affaiblir l'accusation. C'est possible, les procédures judiciaires ici sont compliquées, mais ce n'est pas la question dont la Cour est saisie en ce moment. Et bon, alors peut-être que ça servira au juge ou à la défense dans le procès sur Stormy Daniels. Ça, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on espère que la décision de la Cour suprême interviendra assez rapidement. Et effectivement, ça serait alors, elle interviendrait pendant le procès Stormy Daniels. Maintenant, je ne sais pas quelles sont les possibilités d'utilisation d'une décision de la Cour suprême sur le jugement qu'il y a en ce moment à New York. On peut faire confiance à ses avocats. Une dernière chose quand même. Alain a noté que les observateurs disaient qu'une défaite de Trump dans l'affaire Stormy Daniels ne serait pas sans conséquence sur l'électorat républicain. Pourtant, franchement, Trump, depuis 2016, on a vu tous les excès dont il était capable. On l'a vu parler de grab the pussy. On sait que le comportement il a avec les femmes. On l'a vu faire n'importe quoi. C'est documenté. Pourquoi cette affaire en particulier pourrait changer l'opinion des électeurs républicains? Est-ce qu'elle pourrait vraiment avoir un effet? Autant l'assaut contre le Capitole, qui est un coup d'État ou un simili-coup d'État, on peut comprendre que ça ébranle les fondations démocratiques américaines. Mais là, ce n'est qu'une affaire de plus, Jean-Marie. Est-ce qu'elle peut vraiment changer la donne, surtout au cœur de l'électorat républicain? Je pense qu'il y a une force symbolique dans une condamnation. Un ancien président condamné, ce serait une première, et donc ça ne peut pas ne pas préoccuper quelques électeurs républicains. Donc on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les synthèses hebdomadaires qui sont faites sur les sondages, Joe Biden est repassé légèrement devant Trump, alors que jusqu'à présent, c'était l'inverse qui se produisait. Et puis surtout, il y a la figure qu'il fait aujourd'hui. Il a triste mine, il est sombre, il est presque défait. Donc ça aussi, ça peut jouer. Parce qu'on a l'habitude d'un Trump triomphant, renversant tous les obstacles. Là, il est devant un juge et ça se passe beaucoup plus difficilement qu'il ne le pensait. C'est cette image de loser qu'il dénonce souvent chez les autres qui lui colle maintenant désormais à la peau. En tout cas, pour faire référence au célèbre jeu qu'il animait à la télévision, il serait cette fois du mauvais côté. L'impact sera fort, quoi qu'il arrive.
les Américains n'ont jamais eu l'occasion d'élire un président qui est une personne condamnée dans une procédure criminelle. Jamais. C'est sans précédent et ça aura probablement un impact sur une partie de l'électorat républicain. Merci Alain, merci Jean-Marie Alain. Je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre émission politique. Le jeudi aussi, c'est sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Au revoir Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.